Quand tu étais enfant, on ne t'a pas appris à ne pas jouer avec la nourriture ? Apparemment, on ne l'a pas appris aux astronautes et faire flotter des cubes de gelée à travers la cabine en apesanteur est très amusant. Mais c'est aussi le signe d'un problème potentiel appelé l'euphorie de l'espace. Personne n'avait jamais envisagé qu'un bonheur extrême dans l'espace puisse devenir un problème. Mais c'est bien le cas, et ça n'a rien d'une plaisanterie. Pendant de nombreuses années, cette euphorie spatiale a échappé à toute détection, alors qu'elle était juste là, à la vue de tous. Lorsque l'astronaute de la mission Apollo 14, Alan Shepard, a emporté secrètement des balles de golf sur la Lune et qu'il a essayé de créer une Lune miniature pour celle-ci en tentant de lancer une balle en orbite, tout le monde a trouvé ça marrant. L'astronaute d'Apollo 16, Charles Duke, a pensé qu'il serait drôle d'essayer de rivaliser avec les athlètes des Jeux Olympiques de 1972 sur Terre. Il a tenté de sauter plus haut que les athlètes en bénéficiant d'une gravité lunaire équivalente à 1/6 de celle de la Terre. Duke a sauté si haut qu'il a pivoté en l'air et est retombé en s'écrasant sur le système de survie de son sac à dos. La chute aurait pu être fatale si le sac s'était fissuré. Le commandant de Duke, John Young, a alors déclaré « Ce n'est pas drôle » et il avait raison. Pourtant, lorsque les astronautes d'Apollo 17 se sont mis à danser et à chanter des berceuses tout en collectant des échantillons de roches, tout le monde a trouvé ça mignon. Et l'euphorie de l'espace est encore passée inaperçue. Dès 1965, lorsque Ed White est devenu le premier Américain à flotter dans l'espace lors d'une sortie extravéhiculaire, son euphorie spatiale est devenue évidente. Il est resté dehors bien plus longtemps que nécessaire, afin de tester sa mobilité avec le tout premier jetpack, ou MMU comme on l'appelait, l'acronyme de Manned Maneuvering Unit. Il a alors déclaré « Je ne reviendrai pas, c'est tellement amusant ». Enfin, lorsqu'on lui a ordonné de retourner à bord du vaisseau Gemini, Ed White a déclaré que c'était le jour le plus triste de sa vie. De toute évidence, quelque chose de sinistre était à l'œuvre avec cette euphorie de l'espace. L'apesanteur, associée à la vue de la Terre qui passe en dessous, crée une exaltation qui surmonte tout sens du devoir. C'est là le plus grand danger de cette euphorie spatiale. Avec le recul, on a pu constater les effets de l'euphorie de l'espace lorsque les astronautes d'Apollo 17 ont conduit le rover lunaire. Ils ont dépassé la limite de vitesse recommandée et on pouvait les entendre crier et hurler alors que le rover se balançait sur 2 roues, s'envolant même parfois dans les airs. L'astronaute canadien Chris Hadfield était occupé à travailler sur son EVA, ou activité extravéhiculaire, quand il a fait une pause pour regarder par-dessus son épaule. La magie de l'espace lui est apparue en pleine face. Il a été tellement bouleversé par la beauté de la Voie lactée que ses yeux ont commencé à s'emplir de larmes. Or, dans l'espace, les larmes ne coulent pas sur les joues, elles s'accumulent dans les yeux. Hadfield a été aveuglé par ses larmes de joie. Mais allant à l'encontre du protocole, il a refusé de le dire à ses superviseurs sur Terre. Ce n'est qu'une fois qu'il n'a plus été en mesure de travailler qu'Hadfield a prononcé la fameuse phrase « Houston, j'ai un problème ». C'était le résultat direct de cette euphorie spatiale. Il a toutefois réussi à remonter dans la navette, mais son EVA n'a pas été finalisé. L'euphorie de l'espace avait encore frappé. Il y a un autre aspect de l'euphorie de l'espace qui mérite une attention sérieuse. C'est ce qu'on appelle l'effet de surplomb. L'apesanteur dans l'espace affecte tout, de la santé physique et psychologique des astronautes à la physique liée à l'utilisation de tous les équipements mécaniques du vaisseau spatial. Cependant, l'apesanteur n'est pas due à un manque de gravité. Les astronautes sont en orbite autour de la Terre à moins de 500 km d'altitude, ce qu'on appelle LEO pour Low Earth Orbit, soit orbite terrestre basse. Or, il y a encore beaucoup de gravité en orbite terrestre basse. La gravité de la Terre maintient par exemple la Lune en orbite. Or, la Lune est à environ 400 000 km de distance. En fait, un astronaute de 68 kg en pèserait 64 en LEO. L'apesanteur dans l'espace est due non pas à l'absence de gravité, mais à la chute libre. Ce qui monte doit redescendre. La fusée est propulsée et environ 8 minutes plus tard, les moteurs s'éteignent. Le vaisseau spatial commence alors à retomber sur la Terre. Heureusement, à ce moment-là, il a atteint la vitesse orbitale, qui est d'environ 28 000 km/h. Ainsi, il tombe vers la Terre, mais ne la heurte jamais. Il continue à tourner autour dans la même trajectoire incurvée que la surface de la Terre. Il est donc en orbite. C'est une chute libre, et même si tout le monde appelle cela de l'apesanteur, ce n'est pas le cas.
Si tu devais placer un pèse-personne sous tes pieds en chute libre, il afficherait 0. Tu ne pèserais rien, mais c'est parce que le pèse-personne tombe lui aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les astronautes conservent toute leur puissance musculaire, leur masse reste la même. Par conséquent, ils peuvent soulever dans l'espace des équivalents lourds qui pèseraient des centaines ou même des milliers de kilos sur Terre. Les astronautes deviennent des super-humains dans l'espace. Et cela crée une autre situation inhabituelle. Lors du tout premier voyage sur la Lune, les astronautes d'Apollo 8 n'étaient même pas censés regarder en arrière et photographier la Terre. Ils n'ont pris qu'un nombre limité de clichés de notre planète, ce qui est dommage. Toutefois, le lever de Terre depuis la Lune est sans doute devenu la photo la plus influente du XXe siècle sur le plan écologique et elle n'était même pas prévue. Mais c'est la clé pour comprendre l'effet de surplomb. S'étonner de l'inattendu. Même aujourd'hui, presque aucun globe terrestre ne représente fidèlement la Terre. Les globes dans les écoles et les bibliothèques montrent chaque pays, généralement dans des couleurs différentes. Chaque pays arbore une étoile pour marquer sa capitale. Ce n'est donc pas l'apparence de la Terre vue de l'espace. Ces globes ne sont pas des globes de la planète Terre. D'ailleurs, il n'est pas si facile de trouver un globe ressemblant à notre planète. Il n'y a qu'à lire les étiquettes sur les globes scolaires. Le monde géopolitique. Ce sont des globes figurant un lieu qu'on appelle le monde. Or, il n'existe pas de planète appelée le monde. Le monde ne vit pas dans l'espace. Il vit sur le bureau ou sur l'étagère de quelqu'un. La définition de l'espace est d'origine géologique. L'espace est défini comme existant jusqu'à l'atmosphère de la Terre, mais sans l'inclure. Ainsi, la Terre n'est même pas vue comme un objet astronomique. Cela explique pourquoi la toute première mission sur la Lune, la mission Apollo 8, n'avait prévu aucune photo de la Terre. Les selfies n'existaient pas à l'époque. Cela explique aussi pourquoi l'impact psychologique de voir le lever de Terre depuis la Lune a été si profond. C'était une perception unique et totalement nouvelle, à laquelle aucun humain n'était préparé. Voir la Terre dans l'espace était une surprise totale. Imagine que tu flottes dans l'espace, à l'extérieur du vaisseau spatial. Tu es entouré par la galaxie de la Voie lactée, brillant de ses millions d'étoiles. La planète Terre est une bille bleue qui passe sous tes pieds. C'est assez enivrant. Comment réagirais-tu? Serais-tu bouleversé à l'idée d'être en dehors du monde? L'astronaute d'Apollo 9, Rusty Schweickart, était convaincu d'être ce qu'il appelait l'élément détecteur de l'humanité. Qu'entendait-il par là? C'est justement l'effet de surplomb qui entre en jeu. Schweickart avait l'impression d'être connecté à tous les habitants de la Terre. Il a comparé cela à l'accession à une nouvelle forme d'existence. Et il n'est pas le seul à avoir ressenti l'effet de surplomb. L'astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, a déclaré ceci à propos du fait d'être dans l'espace. C'était plutôt une extension du même processus universel qui a fait évoluer nos molécules. Et ce que j'ai ressenti, c'est une connexion personnelle extraordinaire avec ce processus. J'ai vécu ce qui a été décrit comme une extase du sentiment d'unité. Je n'ai pas seulement vu cette connectivité, je l'ai ressentie et vécue de manière sensible. J'étais submergé par la sensation de m'étendre physiquement et mentalement dans le cosmos. Quelques années après son retour de l'espace, l'astronaute Mitchell a créé un institut pour étudier les ondes cérébrales des personnes qui ont été dans l'espace. Et il s'est avéré qu'elles étaient différentes. Selon les recherches de l'Institut de Mitchell, la sensation euphorique d'unité avec l'univers crée des ondes cérébrales similaires à celles des moines en méditation. Les études de Mitchell étaient si importantes que la NASA a lancé une mission spéciale en 1998, uniquement pour analyser les effets de l'espace sur le cerveau. La mission Neurolab a étudié les cellules cérébrales d'animaux de laboratoire et de l'équipage des astronautes également, alors que ces cellules essayaient de s'adapter à l'environnement de chute libre en orbite terrestre basse. Nous ne pouvons pas tous être astronautes, mais désormais, nous pouvons tous accéder à des expériences de réalité virtuelle de ce que les astronautes ont vu dans l'espace. Internet a ouvert notre perspective terrestre pour partager l'unité et l'unicité de l'effet de surplomb et nous donner un petit aperçu de l'euphorie spatiale que les astronautes ressentent là-haut. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ».
Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire, et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué, et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles, non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malleus, de l'incus et du stapes, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir. Peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue, et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps.
La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Coupons la Terre en deux. Tu peux voir toutes ses couches. Voici le noyau interne. Il est environ 40 fois plus chaud que l'intérieur de ton four. Voici le manteau, un océan de lave chaude. Voici la croûte terrestre, la surface solide sur laquelle vit notre civilisation. Mais si tu lèves les yeux, il y a de nombreuses couches en plus de l'atmosphère et de la couche d'ozone. Les scientifiques ont récemment découvert une étrange bulle qui protège notre planète des radiations. Et non, ce n'est pas le champ magnétique de la Terre. Cette bulle est faite d'ondes radio. Nous les utilisons pour communiquer. Notre planète brille comme un sapin de Noël dans le spectre radio. Mais nous allons nous intéresser aux ondes de très basse fréquence, celles qui nous permettent de rester en contact avec les sous-marins. Donc, les ondes radio sont comme des ondes lumineuses ou des ondes océaniques ordinaires. Regarde celle-là. La distance entre les deux pics correspond à la longueur d'onde. Et le nombre de ces ondes sur une période de temps est la fréquence.
Par exemple, il y a 10 vagues dans cet intervalle d'une seconde. Alors, peux-tu deviner la fréquence de cette onde? Oui, c'est 10 Hz. Les téléphones portables utilisent des ondes d'une fréquence de 300 à 3000 MHz. Donc, ajoute 6 zéros de plus à ce nombre. Mais les ondes de cette fréquence ne traversent pas bien les obstacles. Pense au fait que tu perds la connexion de ton téléphone portable lorsque tu traverses un tunnel. C'est parce qu'il y a du métal à l'intérieur. C'est un matériau conducteur qui affaiblit beaucoup les ondes radio. L'eau salée est aussi une sorte de conducteur. Ainsi, si le sous-marin est assez profond, l'épaisse couche d'eau affaiblit le signal. Et nous perdons la communication. Pour la maintenir, on envoie moins d'ondes, mais on les allonge. Dans le même laps de temps, la fréquence des ondes courtes sera beaucoup plus élevée que celle des ondes longues. C'est pourquoi on les appelle des ondes à très basse fréquence. Mais il s'avère que ces ondes voyagent partout sur la Terre et même dans l'espace. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les ondes entrent en collision avec les particules de radiation du Soleil. Nous pensons que le Soleil est un aimable géant qui nous donne de la lumière et de la chaleur, mais il émet en fait de nombreux rayonnements nocifs. Chaque éruption ou décharge électrique de matière de notre étoile natale provoque une explosion de radiation encore plus importante. Ces particules volent vers notre planète, tout comme le font les ondes radio. Elles parcourent 93 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre en 8 minutes et s'écrasent sur notre bulle qui fait office de bouclier. En gros, les particules de radiation du Soleil s'accumulent dans les ceintures de radiation autour de la Terre. Le champ magnétique de notre planète les piège. Et une bulle d'ondes de très basse fréquence récemment découverte se trouve juste en dessous de cette ceinture de radiation. Elle nous aide à repousser une partie des émissions nocives. L'analyse d'anciennes études a confirmé que les ceintures de radiation étaient autrefois beaucoup plus basses et plus proches de la Terre. Mais lorsque notre civilisation a commencé à utiliser la radio de manière intensive, nos ondes ont fait remonter notre ceinture plus haut. Personne ne s'attendait à un tel effet de simples ondes radio, mais cela nous donnera un moyen de protéger les astronautes dans le futur. Quand tu es sur Terre, son champ magnétique te protège des radiations. Tu peux physiquement le voir lorsque les particules chargées du vent solaire font briller les particules d'air au pôle de notre planète. C'est une aurore. La prochaine fois que tu contempleras cette beauté, sache que c'est en fait la Terre qui te protège de certains rayons extrêmement nocifs. Mais si tu es en dehors du champ magnétique terrestre, quelque part dans l'espace, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Rien ne te protège là-bas. C'est un gros problème pour les astronautes qui passent des mois dans la Station spatiale internationale. Peut-être les scientifiques apprendront-ils à créer des bulles protectrices d'ondes de très basse fréquence autour des stations spatiales et des vaisseaux spatiaux. Il en va de même pour les autres planètes. Nous allons probablement coloniser Mars un jour, et il n'y a pas de champ magnétique là-bas, et rien ne peut te protéger des radiations. Mais si tu crées une bulle artificielle là-bas, tu peux réduire les radiations nocives. Une autre bulle invisible qui nous protège est l'atmosphère. C'est comme un gâteau en couche ou un oignon. Chaque niveau de l'atmosphère a ses propres propriétés. La couche la plus basse dans laquelle nous vivons est la troposphère. Cette couche contient 80% du poids de tout l'air de la planète. C'est aussi le principal endroit où réside la vapeur d'eau. Et c'est là que fonctionne la machine appelée météo. Le Soleil envoie des rayons d'énergie vers la Terre. La surface de notre planète les reflète et réchauffe l'air de la troposphère. Cela le fait bouger et changer de place avec l'air froid. Ainsi, le vent, les cyclones, les tempêtes et les tornades se produisent uniquement dans la troposphère, jusqu'à environ 12 km d'altitude. C'est pourquoi les avions commerciaux volent à une altitude d'environ 10 km. Le vent ou d'autres mauvaises conditions météorologiques n'affectent pratiquement pas cette zone. Et l'air ici n'est pas aussi dense qu'il l'est sur Terre. Voler à 1,5 km au-dessus du niveau de la mer, c'est comme se déplacer dans un biscuit. C'est dur. Mais à une altitude de 15 km, on a l'impression de se déplacer dans une crème fouettée légère. L'avion ne ressent presque aucune résistance. C'est donc gagnant-gagnant. On économise du carburant et les passagers sont en sécurité. L'inconvénient majeur est qu'il fait très froid et que l'on ne peut pas respirer. C'est froid parce qu'il y a très peu de molécules d'air pour absorber la chaleur du sol et la transférer aux autres. Pour la même raison, tu ne pourrais pas respirer ici. C'est pourquoi les avions sont équipés de masques à oxygène, juste au cas où. Allons un peu plus loin. Voici la stratosphère. Il y a encore moins de molécules d'air ici, et c'est là que volent les sondes météorologiques. Ce sont des sortes de petits ballons équipés d'ordinateurs que les gens utilisent pour prédire le temps. Cette partie de l'atmosphère contient également la fameuse couche d'ozone. C'est notre bouclier contre les rayons ultraviolets néfastes.
L'ozone est presque identique à l'oxygène, sauf qu'il contient 3 atomes. Lorsque les rayons ultraviolets nocifs pénètrent dans notre atmosphère, ils s'écrasent sur la molécule O3. Le rayon brise la molécule en O2 et en un autre atome d'oxygène. Le rayon lui-même est converti en chaleur, mais l'ozone se régénère rapidement. Un seul atome d'oxygène rejoint l'O2 et la molécule d'ozone est prête à nous protéger à nouveau. C'est le bouclier invisible qui nous protège des rayonnements. Il a donné naissance à toute vie sur Terre. Avec le développement de notre civilisation, nous avons commencé à émettre du gaz fréon dans l'atmosphère. Nous avions l'habitude de remplir nos vieux réfrigérateurs avec. Un seul atome de chlore se détache d'une molécule de fréon dans l'air, et ensuite, il se lie à un seul atome d'oxygène. Maintenant, l'ozone ne peut plus se régénérer comme avant. Heureusement, nous avons interdit l'utilisation de ces gaz nocifs et la couche d'ozone a commencé à se régénérer. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle se reconstitue complètement au milieu du XXIe siècle. La stratosphère se termine à environ 50 km. La couche suivante est la mésosphère, la plus froide de toutes. En moyenne, elle est d'environ moins 95 degrés Celsius. C'est 5 fois plus froid que ton congélateur. C'est la couche de l'atmosphère où les météores entrants commencent à s'enflammer à cause de la friction dans l'air. Puis, ils finiront par brûler complètement. L'air ici est trop léger pour que les avions ou les ballons puissent voler, mais il est encore trop dense pour les satellites. Cette couche de l'atmosphère n'est donc pas encore bien connue. La couche suivante s'étend de 90 km au-dessus du niveau de la mer à environ 800 km. C'est un peu plus que la distance entre Las Vegas et San Francisco. La ligne de Kármán est située dans cette couche de l'atmosphère. C'est la frontière entre notre planète et l'espace. La thermosphère est l'endroit où tous nos vaisseaux spatiaux et satellites volent. C'est aussi là que se trouve la Station spatiale internationale. La température est extrêmement élevée ici. L'air est environ 10 fois plus chaud que ce que ton four peut produire. C'est dû à l'activité solaire. Mais tu ne pourrais jamais sentir cette chaleur. Les molécules d'air qui transportent la chaleur ici sont si petites que tu flotterais littéralement entre elles. Imagine une piscine géante avec seulement 3 gouttes d'eau. C'est la thermosphère. Et la couche la plus élevée de notre atmosphère est l'exosphère. C'est la couche la plus large de notre bulle d'air. Les scientifiques pensent que ces limites sont à peu près à mi-chemin de la Lune, à 193 000 km. C'est le point où la pression du rayonnement solaire commence à dépasser la gravité de la Terre. Elle fait toujours partie de notre atmosphère. Cela signifie que les astronautes qui ont participé à diverses missions spatiales et qui ont été à bord de l'ISS n'ont en fait jamais quitté l'atmosphère terrestre.